Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté à 15 ans sur les marches du Festival de Cannes. Depuis, vous en avez monté beaucoup d'autres à votre rythme. Prendre ainsi de la hauteur ne vous a jamais empêché de travailler vos rôles en profondeur. Bonjour Déborah François. Bonjour. Alors, on connaît vos rôles, on connaît tout ce que vous avez fait au cinéma, un parcours incroyable. Il y a un nouveau film qui sort demain, on en parlera tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et ce parcours est quand même étonnant. Donc, on va l'évoquer. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 18 août 2005. C'est votre première télé en Belgique, c'est-à-dire il y a un reportage dans l'émission Tour des régions, dans un collège où vous êtes, et on interviewe votre professeur de biologie. Vous vous en souvenez ? Oui, je pense que c'est même un tout petit peu plus tôt. D'ailleurs, je pense que c'est... moi, j'ai... Ah non, parce que vous recevez les frères Dardenne sont accueillis à l'aéroport. Mais c'est pour ça que j'ai un souvenir de les accueillir à l'aéroport, mais donc ça a dû passer... je me souviens très précisément la date, pour le coup, on a eu la Palme d'Or le 20 mai 2005. Voilà. Et donc, ça a dû être autour du 22, quelque chose comme ça. Mais voilà. Et ça a été rediffusé ensuite. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que vous êtes tourné au collège. Oui, je suis tournée au collège. Et d'ailleurs, les journalistes étaient arrivés. J'étais pas du tout au courant. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais pas du tout préparée. Et quand je suis arrivée devant le collège, il y avait pas moins de 3 équipes. Il y avait d'autres journalistes aussi, mais 3 équipes de télé différentes. Toutes les télés, je pense, de Belgique étaient là. Et ils m'ont coincé au collège sans que je le sache, donc j'étais un peu impressionnée. Et il y en a qui m'ont proposé, qui m'ont dit, ben voilà, il y a les frères Dardenne qui reviennent en avion avec la Palme d'Or. Est-ce que tu veux nous accompagner et est-ce que tu veux les accueillir à l'aéroport ? Donc évidemment, j'ai sauté dans la voiture, j'ai séché avec la permission du proviseur les cours de l'après-midi et j'y suis allée. Alors, je crois que c'est le collège Saint-Louis à Liège. Absolument. Et où ont fait leurs études aussi Georges Simenon et Marie Gillin. Absolument. Voilà. Alors donc vous vous retrouvez dans ce collège qui est un collège un peu particulier car l'année où vous y êtes, il y a un rythme différencié où on peut mêler les activités théâtrales ou autres à l'enseignement classique. Oui, mais c'est vrai que moi j'étais très sciences et maths, donc moi j'ai fait filière S. J'avais pas fait cette filière-là. J'ai pas mal fait de cours de théâtre en dehors de l'école aussi. Mais c'est vrai que et après les frères Dardenne, j'ai plongé directement dans le grand bain en travaillant plutôt qu'en faisant une école de cinéma ou de théâtre. Voilà. Alors justement, les frères Dardenne, eh bien, on les évoque à travers cette bande-annonce. Renard ? Il est où, Jimmy ? J'ai vendu. Quoi ? L'enfant, Palme d'Or du Festival de Cannes 2005. Même ma voix a changé. Hein. Et alors, tout a commencé par un casting. Vous êtes allé sans imaginer un jour que ça marcherait comme ça, Déborah François. Non, j'étais dans l'espoir, j'étais dans le fantasme de est-ce que ça pourrait vraiment marcher, mais effectivement sans vraiment y croire. Parce que voilà, on est dans cette petite ville de Liège, entre guillemets, très loin de Paris, très loin des lumières du cinéma. Donc c'est vrai que c'était un peu ma seule chance, quoi. C'était ça ou rien. Alors, L'enfant, c'est un film où vous êtes une jeune maman révoltée parce que votre compagnon décide de vendre le bébé. Et oui. D'ailleurs, il y a un cri que vous poussez qui est resté mythique, je crois. Oui, absolument. Que j'ai refait beaucoup de fois. C'est vrai qu'il vient des tripes. Ce casting, ça s'est passé comment ? Vous êtes arrivé et puis vous avez compris qu'il se passait quelque chose ? Pas forcément au premier casting. En fait, ça a été une série de castings. Il y a eu ce qu'on appelle des callbacks. Donc, ils m'ont rappelé pour refaire des castings après. Et je crois que j'ai commencé à vraiment y croire au 3e casting, parce que je savais qu'il y avait déjà des filles qui avaient été forcément éliminées par le procédé. Et je me suis dit, voilà, s'il me rappelle encore une 3e fois, c'est que j'ai vraiment une carte à jouer. Et encore une fois, je me disais, ben, c'est cette carte ou ce sera aucune carte. Donc c'était presque une question de vie ou de mort, en fait. Je savais que ça pouvait vraiment changer ma vie. Il se trouve que les frères Dardenne ont débuté dans le documentaire. Un jour, ils en ont eu assez. Ils ont dit, on va transformer nos documentaires en fiction. Et ils ont fait des films. Rosetta était le premier récompensé à Cannes. Et ensuite, il y a eu vous. Oui. Il y a eu nous. Après, les frères Dardenne ont eu des prix à Cannes pour chacun de leurs films depuis Rosetta. Hein. C'est vraiment des habitués de la croisette. En général, ils repartent avec quelque chose. Mais c'est vrai que pour Rosetta et pour l'enfant, ils sont repartis avec la Palme d'Or et ils font partie du tout petit cercle privilégié à avoir 2 Palmes d'Or. Vous connaissiez leurs films avant de faire ce casting ? Je vous avoue que non, je les connaissais. Je les connaissais évidemment de nom. Je connaissais leur renommée qui est
fameuse en Belgique et dans le monde. Donc évidemment, j'étais très impressionnée. Mais j'étais très jeune aussi. Et donc c'est vrai que je n'avais pas encore vu les films. Et je ne les ai pas vus avant de tourner parce que j'avais très peur que ça m'impressionne et que ça me paralyse. Donc justement, j'ai attendu la fin du tournage pour pouvoir regarder les films. Ils sont liégeois comme vous. Absolument, liégeois, les films du fleuve. Exactement. Et il se trouve qu'en plus, il y a quelqu'un de très célèbre, un illustre personnage dont les racines familiales sont à Liège, c'est Charles de Gaulle, même s'il est né à Lille. Ça, je ne le savais pas. Alors, il se trouve que cette séance de casting, il y a eu des essais. Vous avez commencé par faire des essais sur votre rôle ou sur autre chose? C'était des essais plutôt larges, c'est-à-dire que je me suis rendu compte après qu'il y avait des éléments effectivement du film dans ce casting, mais il y avait un élément très important du film qui ne m'a pas été dévoilé à ce moment-là, c'est qu'il y aura un bébé. Oui. Voilà. Et vous étiez très jeune en plus. Oui, j'étais très jeune, j'avais 16 ans et demi. Et donc, un bébé à 16 ans et demi, c'est aussi pas si courant. Alors, il se trouve qu'ils vous ont repéré, comme ils ont repéré Olivier Gourmet, Émilie Dequesne ou Jérémy Régnier. Vous pensiez à ce moment-là que vous alliez faire carrière ou c'était pour vous un début interrogatif? Non, je pensais pas. D'ailleurs, je sais que je me souviendrai toujours qu'il y a une chef costumière à la fin du film qui m'a demandé alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire d'autres films? Maintenant, ça y est, t'es comédienne et tout ça. Et j'ai explosé de rire parce que je trouvais ça très drôle. Je lui ai dit, mais non, mais moi, je suis lycéenne, je suis pas du tout comédienne. Je pensais pas en fait que quelqu'un d'autre allait m'appeler pour faire ce métier, en fait, tout simplement. Oui, et ce qu'ils ont remarqué, les frères Dardenne, et ils l'ont dit ensuite, c'était votre justesse et votre sensibilité. Oui, et c'est quelque chose qu'ils ont eu la pudeur de dire dans la presse et pas à moi directement. Donc j'étais émue aux larmes quand je l'ai lu, mais je sais qu'ils ont vu quelque chose chez moi. Ils ont parlé aussi de ma respiration, ma façon de respirer, c'est très beau. Et je crois, Déborah François, que tout ça remonte à l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, vous rêviez d'être comédienne. Oui, c'était mon rêve absolu, évidemment. Et vos parents vous ont soutenu alors qu'au départ, votre père est policier, votre mère assistante sociale, ça n'a rien à voir avec le monde du cinéma. Non, ça n'a rien à voir avec le monde du cinéma. Donc je sais que ça peut faire peur à plein de parents, et à raison d'ailleurs, parce que c'est pas un métier qui est sûr, c'est quelque chose qui est assez aléatoire, et ça peut faire peur pour son enfant. Surtout que moi, j'étais lancée plutôt sur l'idée de faire des longues études. Donc tout d'un coup, c'était un peu, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied tout en me donnant cette chance. J'ai un peu forcé la main à mon père au début, qui était un peu réticent pour le premier film, mais comme j'avais des bons points à l'école, il a accepté. Et ensuite, vous avez fait l'Académie Grétry, qui est l'équivalent de l'école du spectacle à Paris. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent d'un conservatoire de quartier. Et puis alors, vous êtes retrouvé à Cannes sur les marches du festival. L'émotion à 16 ans et demi ou 17 ans? C'était complètement dingue. J'étais très, très, très stressée. Ouais, j'avais très peur. C'était un moment très spécial pour moi. Pareil, je pensais que ça ne se reproduirait pas. J'ai eu l'occasion de les monter plusieurs fois depuis. Donc, le premier journal de 20h... Quoi, il faut croire en ses rêves. Hein. Exactement. Le premier journal de 20h, je crois que vous étiez totalement stressé. Ah là, je sais même plus ce que j'ai dit, mais je pense que ça a dû être une catastrophe. Je m'attendais à rien du tout. On m'a dit, tu t'assieds là, tu fais le journal de 20h, c'est en direct. Et vos débuts à la scène, je crois, Déborah François, c'est dans le rôle de Blanche-Neige. Exactement. Oui, vous êtes très bien renseignée. Vous avez appelé ma maman, quoi. Non. D'ailleurs, elle vous appelait ma petite princesse, votre maman. Oui, ma petite princesse. Maintenant, c'est passé à ma fée. Voilà. Et c'est vrai que votre maman a été très importante pour vous. Elle vous lisait des histoires et ça vous a formé dès votre enfance. Oui. J'ai beaucoup lu avec mes parents. Mes parents sont d'ailleurs toujours de très grands lecteurs. Donc, on a beaucoup lu ensemble, ce qui m'a énormément aidée et ce qui a ancré en moi vraiment un amour de la littérature. Et ils m'ont aussi emmenée au théâtre. D'où mon amour de la scène. Et un amour de la langue française aussi. Absolument. Voilà. Et justement, cet amour de la langue française, vous l'avez exercé avec votre père à travers cette émission. Des chiffres et des lettres. Car vous avez joué aux chiffres et aux lettres. Mais tellement, oh là là, mais tellement, il fallait pas le rater. Hein. C'était tous les jours. Et c'est vrai que ça vous passionnait et que vous jouiez même avec votre père. Ah oui, je jouais avec mon père et le moment où j'ai réussi quelques fois à être plus rapide que lui, c'était vraiment extraordinaire.
C'est que ce jeu est né par hasard dans un taxi. Armand Jameau venait à la télévision proposer un jeu. Il a une autre idée dans le taxi. Il propose le mot le plus long, qui s'appelait à l'époque les 7 lettres, Oui. qui va être créé un dimanche sur 2 au départ et devenir déchiffrer des lettres. Mais personne ne croyait à ce jeu qui est né vraiment en 10 minutes entre son domicile et la maison de la télévision. Comme quoi, il y a des idées, il faut les attraper au vol. Hein. C'est vraiment un coup de génie. Et puis vous jouiez aux échecs aussi. Oui, je joue aux échecs aussi. C'est pas courant pour une petite fille. Non, mais moi, j'ai toujours aimé les jeux de précision. J'ai toujours aimé les choses qui font réfléchir, les énigmes aussi. Et c'est vrai que mon père a beaucoup encouragé ça. Donc, il m'a toujours poussé, que ce soit avec cette émission, que ce soit avec les échecs, que ce soit avec des jeux d'énigmes. Enfin, moi, je faisais que ça. Hein. J'étais une petite geek de 6 ans. Hein. Voilà. Mais passionnée par tout ce qui est les dragons, par tout ce qui se passait. Absolument. Et c'est pas si courant, ça non plus. Non, mais je pense que peut-être en grandissant, j'ai été diagnostiquée. Je pense que je suis sur le spectre, un bout sur le spectre de l'autisme. Donc, j'ai des intérêts très spécifiques. Voilà. En tout cas, vous avez un intérêt pour le cinéma et on va l'évoquer à travers une autre date, le 20 avril 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Déborah François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Déborah François. Nous parlerons tout à l'heure du film Les Tourmentés qui sort demain sur les écrans. On en revient à votre parcours, vos débuts quand même prestigieux à Cannes avec les Frères Dardenne. Et puis le 20 avril 2009, vous recevez un prix lié à cette comédienne. Je ne suis pas allée dans une acting school. Peut-être malheureusement, peut-être heureusement, je ne le sais prix pas. Romy Schneider à l'Hôtel de Ville de Paris. Un autre moment très fort. Oui, bien sûr, un moment très fort. Ça a été une année de prix d'ailleurs, cette année-là. Oui. J'ai eu le César la même année. Et c'est assez incroyable, forcément. Moi, j'ai mis longtemps à croire en moi et à croire que j'avais ma place dans ce métier. Comme beaucoup de jeunes comédiens, on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur au début. Et c'était vraiment pour moi une façon qu'avait le monde du cinéma de me donner vraiment la bienvenue, en fait, de me dire que j'avais ma place qui était là. En plus, l'Hôtel de Ville de Paris, c'est prestigieux. Ah, c'est magnifique à l'intérieur. Si vous l'avez jamais visité, il faut y aller. Exact. Alors, il se trouve en plus que ce prix Romy Schneider est décerné chaque année à une jeune comédienne. Il y avait juste avant vous Juliette Binoche et Audrey Dana. Oui, j'étais très bien entourée. D'ailleurs, je l'ai le prix chez moi, je l'ai encadré. Et alors, justement, ce César du meilleur espoir féminin, vous l'avez reçu pour le premier jour du reste de ta vie, après avoir été nommé quand même 2 fois au César les années précédentes, ce qui n'est pas si courant pour une jeune Oui, comme comédienne. quoi, il faut jamais perdre espoir. La 3e fois, comme on dit en anglais, third time is a charm. On l'a la 3e fois. Et du coup, je m'y attendais pas parce que comme j'y étais allée 2 fois en me disant mais moi j'étais déjà contente juste d'être là, hein, donc c'était pas mais j'étais repartie sans avoir le prix. Et donc cette fois-là, je m'y attendais pas du tout. Donc quand ils ont dit mon nom, j'y croyais pas. Et il faut dire quelques mots ensuite. Oui, il faut dire quelques mots. Alors, je crois que j'ai beaucoup bafouillé. J'ai pas forcément dit. Enfin, j'aurais dû peut-être préparer quelque chose de plus, mais en même temps, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et ça sortait de l'estomac. J'arrivais pas à y croire. Oui, mais en plus, les critiques ont salué votre performance. Enfin, le premier jour du reste de ta vie, c'est un film où vous jouez une jeune adolescente un peu paumée qui vit ses premières amours. C'était pas simple à jouer. Non, mais c'était. En fait, je pense que j'ai mis toute l'adolescence que moi j'ai pas vécue, c'est-à-dire toute l'adolescence très rebelle, très à prendre position, à être en conflit avec ses parents. Peut-être aussi parce que mon adolescence s'est arrêtée assez tôt, vu que j'ai commencé à travailler assez tôt. Donc j'avais dit je vais prendre tout ce que j'ai pas mis dans mon adolescence à moi pour le mettre dans ce film. Et en général, quand les gens m'en parlent, c'est avec ils aiment bien ce film. C'est un film qui touche toutes les générations, justement, parce que ça touche des ados, ça touche des parents. On s'identifie chacun à quelqu'un de différent dans cette famille, en fait. Et votre partenaire, c'est quelqu'un qui a débuté encore plus jeune que vous, qui était Zabou Bretman. Oui. Car en fait, c'est la fille de Jean-Claude Deray et de Céline Léger qui ont réalisé et joué dans Thierry Lafronde. Et elle a débuté à 3 ans dans un épisode de Thierry Lafronde. Waouh! Ah oui, 3 ans, là, je suis pas en compète. Hein. Franchement, bravo. Alors, il y a eu d'autres prix. Il y a eu un prix prestigieux qu'on connaît peu. C'est le prix Suzanne Bianchetti qui est décerné chaque année depuis 1937 et qui est décerné à l'espoir de la comédienne, la jeune actrice la plus prometteuse. Voilà.
J'étais prometteuse à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on peut vous dire quand vous n'avez pas encore 25 ans. Mais comment on ressent tout ça alors qu'on a débuté un peu par hasard? Encore une fois, pour moi, je ne réalisais pas à quel point tout ça était important. Pour moi, c'était surtout une validation. C'était surtout une validation de mon métier et ça m'a permis moi-même de prendre confiance en moi. Et puis il y a un autre film après qui a été important. C'est un film où vous jouez du piano, La tourneuse de page. Absolument. Et c'est drôle que vous pensiez ça parce que tout le monde me dit que je joue du piano dans La tourneuse de page. En fait, ce sont Et vos il n'y mains. a que moi qui ne touche pas une note de piano. Non, on voit vos mains qui sont sur le clavier et après la musique arrive. Non. Ah non, non, non. Ah non? Non, non, moi je ne fais que tourner les pages. Comme le dit le rôle-titre, c'est vraiment Catherine Fro qui a vraiment, elle, joué du piano. La petite fille qui joue, moi, dans le film, joue du piano. Mais c'est drôle parce que tout le monde pense que j'ai appris à jouer du piano pour ce film, alors que j'ai appris à lire la musique. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je me souviens aussi de Mélanie Laurent dans un film qui s'appelait Le Concert, que vous avez peut-être vu. Oui, alors le violon, on est encore sur un instrument très complexe aussi. Elle a appris à jouer du violon. Et la scène finale où elle pleure d'émotion au Châtelet devant 3000 personnes, elle a vraiment pleuré pendant le tournage qui n'était pas prévu. Et la scène a été gardée. Oui, Et c'est un grand moment sans d'émotion. doute parce qu'on pouvait enfin arrêter le violon aussi. J'ai appris à jouer du piano, mais c'était pour populaire. Alors que personne dans ce film ne se souvient que je touche un piano. Donc, vous voyez, Oui. la magie du cinéma. Et puis, il y a eu aussi, grâce à ce film, Cannes, pour la deuxième fois, un certain regard. Là, on Oui. devient presque une sociétaire à Cannes dans ces cas-là, Déborah François. Oui, c'est incroyable, surtout sur si peu de temps. En plus, avec l'enfant, c'était les marches rouges du festival. Et pour un certain regard, c'est les marches bleues. Donc, j'avais eu l'impression de faire un petit peu toutes les catégories. Et j'étais moins stressée. J'ai pu vraiment plus profiter de mon festival en étant beaucoup moins angoissée. Alors, ce qui est aussi angoissant, c'est qu'après l'enfant, vous avez bien sûr eu pas mal de propositions. Il y avait plusieurs pistes. Il y avait les études, c'était pas question. Mais vous avez eu immédiatement un instinct à la lecture d'un scénario. Vous savez que vous voulez tourner le film. Oui. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour La tourneuse de page. Quand j'ai lu le scénario et que je l'ai fermé, je me suis dit, il faut absolument que j'ai ce casting parce que c'est mon rôle en fait. En fermant le scénario, je me suis dit, c'est mon rôle. Je pense que, pas qu'il y a que moi qui peux le faire, mais en tout cas que j'ai une façon de le faire que personne d'autre n'aura. Et donc c'était vraiment important pour moi de me lancer là-dedans. C'était un rôle, c'est vraiment le genre de rôle qui me plaît. Oui, vous êtes un peu une manipulatrice dans ce film. Oui, c'est un personnage très ambigu et moi c'est ce que j'aime, c'est l'ambiguïté justement, c'est de chercher toute l'ambiguïté de l'âme humaine en fait. Et il a fallu ensuite passer le casting et être l'heureux élu. Oui, après ça c'est la magie. J'y suis allée, j'étais très 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 motivée pour avoir le rôle. Mais vous avez encore une fois cette intuition qui vous permet d'aller vers ce que vous aimez. Oui. C'est pas si courant. Je sais pas parce qu'on vit jamais qu'une seule vie, donc moi je suis que à ma place, mais je pense que c'est important. Être comédien, c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est très organique en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui est organique tend aussi à avoir de l'intuition. Et je pense que c'est choisir des rôles qui sont le plus possible différents les uns des autres. Parce que si je suis comédienne, c'est pour vivre toutes les vies que je pourrais pas vivre. Voilà. En même temps, vous êtes resté fidèle toujours à cette marque de fabrique. Choisir vos rôles, ne pas vous tromper. J'essaye. Après, on sait si on s'est trompé quand le film sort. Oui. Et puis, vous avez continué d'abord à tourner en Belgique. Il y a un film qui s'appelle Les Fourmis Rouges, qui a été aussi un événement. Oui, Les Fourmis Rouges, c'était mon premier... c'était mon film en Belgique, juste après l'enfant, où j'ai pu rencontrer Frédéric Pierrot et Julie Gaillet, notamment. Et donc, commencer aussi à collaborer avec des acteurs français. C'était un super tournage. Voilà. Et justement, après la Belgique, il a bien fallu aller en France, Déborah François. Et vous Oui, installer. la France m'a appelée, j'ai eu cette chance. Oui. Vous pensiez un jour vous installer en France, à Paris? Non, j'y pensais pas du tout. À la base, comme j'ai dit, j'étais partie pour faire des études un peu longues, donc pour rester chez mes parents un peu longtemps. Et puis finalement, je me retrouve à 18 ans à prendre un appartement, à commencer à être comédienne, les rôles s'enchaînent. Et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que quand on n'a pas fait ses études
en Belgique ou dans le pays où on vit, finalement, tous mes amis faisaient partie du cinéma en France. Voilà. Et Donc, il fallait se rapprocher et du travail et des amis. Et vos parents étaient fiers de vous, rassurés? Oui, bien sûr, ils le sont toujours aujourd'hui. Et il y a un film aussi qui a compté dans votre carrière et dont le titre rappelle une chanson. On ira où tu voudras, quand tu voudras. L'été indien, vous connaissez. Vous savez que Joe Dassin ne voulait pas cette chanson en disant Marie Laurencin, ça ne dira rien à personne. Oui. Ouais, et finalement. Absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'il en avait un peu marre au bout d'un moment. J'ai eu plusieurs interviews où il en avait marre qu'on lui parle de l'été indien. Et là encore, vous jouez une adolescente, un peu plus âgée, mais encore adolescente. C'est ce qui est chouette et pas chouette quand on commence jeune, c'est que du coup, on peut jouer les adolescents pendant assez longtemps. Les adolescents, les étudiants. Encore une fois, j'ai eu l'impression d'explorer un petit peu les adolescences que je n'avais pas pu avoir moi en jouant tous ces rôles. Donc ça, c'était intéressant. Puis à chaque fois, c'était des rôles qui étaient et des personnages qui étaient quand même vraiment très très différents, que ce soit physiquement ou dans le rôle à interpréter. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis il y a une autre date dans un genre différent qui est importante, elle est récente, c'est le 7 mars 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Déborah François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Déborah François. Nous parlerons tout à l'heure de Les Tourmentés, un film qui sort demain sur les écrans. On évoque votre carrière qui a débuté très jeune avec les Frères Dardenne, qui a continué. Et puis, j'ai une date récente parce que c'est la date où vous retrouvez vraiment la Belgique. Le 7 mars 2025, c'est un retour aux sources. On vous appelle Madame la Présidente, car vous présidez le jury de la compétition internationale du 40e Love International Film Festival à Mons. Absolument, et d'ailleurs je suis retournée donc pour ça en Belgique en tant que présidente et j'ai été aussi présidente des Magritte cette année qui est l'équivalent des Césars en France. Donc ça a été une année de retour à la Belgique. Ça, plus le fait de tourner avec Lucas Belvaux, voilà. C'est le retour aux sources. C'est le retour. Alors, justement, ce festival des films d'amour, il a été créé en 84 par un conseiller municipal de Mons. Et c'est vraiment devenu un événement important dont on parle peu en France. Mais la ville de Mons est mobilisée pendant plusieurs jours. Absolument, c'est un des plus gros festivals en Belgique où il y a énormément de films qui viennent. Ils ont une très belle sélection et j'ai eu la chance d'avoir un très chouette jury cette année. Donc j'ai accepté tout de suite quand ils me l'ont dit puisque j'étais disponible. Donc ils m'avaient déjà proposé pour une édition précédente, mais j'étais en tournage. Voilà. Mais en plus, présidente, c'est une responsabilité quand on connaît votre rigueur, Déborah François. Oui, moi en tant que grande anxieuse, forcément, dès qu'on me propose une responsabilité comme ça ou quelque chose de nouveau, j'ai tendance à dire oui par réflexe pour me lancer justement comme ça un peu dans l'inconnu et me forcer finalement à passer au-dessus de l'anxiété. Mais en fait, ça c'est très bien, ça se passe toujours bien en Belgique. Voilà. On va pas se mentir, ça se passe toujours bien en Belgique. Oui, même chaque fois que vous entrez dans un film, pour vous, c'est un grand saut dans le vide. Oui, c'est pour ça qu'il faut dire oui. Et après, une fois qu'on a dit oui, on est obligé d'assumer. Voilà. C'est mon seul conseil. Alors, la ville de Mons, il y a quand même un évangéliste qui arrive, je crois, en décembre 1878, qui voit le travail des mineurs, il est frappé, il fait quelques dessins. Il va quitter cette fonction et devenir peintre. C'est Vincent Van Gogh. Incroyable. Il a débuté à Mons, ses premiers dessins. Je ne savais pas que c'était à Mons qu'il avait débuté exactement. En pays minier. Quel artiste incroyable. Hein. Alors, vous parliez des Magritte et effectivement, vous avez été nommé simplement en 2013 pour un film qui a fait beaucoup parler, qui était Les Tribulations d'une caissière, Déborah François. Oui, on en parle encore d'ailleurs beaucoup en Belgique, adapté d'un livre d'une jeune femme qui a été caissière et du coup qui a un peu pris toute son expérience, ses anecdotes et tout ça, et on en a fait un film avec notamment Alice Belaïdi, avec Elsa Zilberstein et on a tourné 3 semaines dans un supermarché de nuit parce que le supermarché était en fonctionnement, donc ça je m'en souviens très très bien. Les 3 semaines de nuit, c'est-à-dire qu'on doit commencer quand le supermarché a fermé, donc on faisait 22h, 5h du matin tous les jours de nuit. Et vous avez appris à vous servir d'une caisse? Oui, et il se trouve que ça a été mon seul job d'étudiante.
Ça tombe bien. Bizarrement, c'était mon seul job d'étudiant et du coup, je me suis dit, bon, ça va. Normalement, la caisse, je sais faire. J'ai eu un petit rafraîchissement avec les gens du supermarché et puis ça s'est bien passé. C'est une jolie comédie romantique d'ailleurs. Oui, et le livre avait fait un tabac, justement. Et Anna Sam, ensuite, a fait un peu de télévision. Elle est aujourd'hui professeure de lettres à Rennes. Waouh. Mais elle était déjà professeure de lettres, Oui, non? elle est revenue parce Ouais, qu'elle c'est a ça, un elle est peu revenue. arrêté les médias, elle est revenue là-dedans. Alors, il se trouve que ce travail dans le supermarché, ça rappelle quand même Édouard Leclerc. Je ne sais pas si vous le savez. Édouard Leclerc était au départ un petit épicier qui était marchand de chocolat, en gros, qui avait fait dans un coin de sa maison une petite boutique. Puis il a commencé à appeler les producteurs et à travailler directement avec eux. Et c'est comme ça que sont nés les premiers supermarchés. Moi, j'admire, de toute façon, j'admire l'entrepreneuriat, les gens qui fondent des entreprises. On me demande souvent si j'ai peur quand je monte sur scène ou quand je suis sur un plateau, mais je trouve que ça fait beaucoup plus peur. Ah bon, pourquoi? Oh bah, mais on prend des risques, on prend des risques de dingue. Et puis il faut beaucoup il faut être très organisé, il faut être très rigoureux, il faut plein de qualités que je leur laisse parce que moi je ne les ai pas. Moi je trouve que ça fait beaucoup plus peur que ce que je fais. Mais vous êtes très organisée et très rigoureuse aussi, Déborah François. J'essaye pour mon travail, mais si je devais lancer une entreprise, je pense que ça me terrifierait beaucoup plus que n'importe quel plateau. Vous avez plusieurs entreprises personnelles qui marchent pas mal. Et d'ailleurs, il y a un film. Je suis mon seul produit, comme Oui, tous les bah, comédiens. C'est un bon produit, apparemment. Il y a aussi un film qui a marqué un tournant dans votre carrière. Être secrétaire, c'est moderne. Toutes les filles veulent être secrétaire. C'est Populaire. rencontrer un tas de gens, Populaire, un faire film le qui est tour votre du première monde, travailler comédie. pour de grands hommes. Oui, et c'est ma première comédie, j'en ai fait d'autres après. Oui, mais Le premier jour du reste de ta vie, ça peut être considéré aussi comme une mais là, comédie c'était un une peu, vraie un peu comédie. douce amère, mais c'est vrai que oui, populaire, on est vraiment sur une comédie, on est sur. Moi, j'ai adoré ce film, j'adore tout dans ce film, j'ai adoré le tournage, j'adore le réalisateur Régis Ronsard. J'ai adoré l'époque, c'est une époque voilà, pour les vêtements et tout ça, que j'adore l'esthétique de ce film. J'ai adoré lire et jouer Rose Pamphile, c'est vraiment, ça reste un de mes meilleurs souvenirs en plateau. J'ai une vraie tendresse pour ce personnage. oui, c'est un film qui se passe à la fin des années 50. C'est Romain Duris qui l'avait réalisé. Et, Non, c'est Régis Ronsard, mais c'était avec Romain Duris. c'était avec Romain Duris, pardon, oui, exactement. Et c'est une femme qui tente sa chance comme secrétaire et qui va devenir dactylo et participer à un concours. Et vous avez appris la dactylographie pour ça? Oui, j'ai fait 3 mois de dactylo avant pour qu'on réussisse à avoir une vitesse qui soit en cohérence avec le fait qu'elle fait vraiment des concours de vitesse dactylographique. Donc il fallait que ce soit très précis. Et j'en ai fait tous les jours. Hein. J'ai fini avec une tendinite tellement on s'entraînait. Mais c'est vrai que c'est assez peu courant de plonger autant dans les personnages comme vous le faites, Déborah François. Mais j'adore ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je ferais ce métier si c'est pas pour m'immerger justement complètement là-dedans. Là, pour Populaire, j'étais dans les années 50, le début des années 60, donc j'étais que dans cette iconographie. Il y avait des dessins, des coupures de presse partout chez moi de ces années-là. J'ai regardé des documentaires. Je me suis vraiment immergée à fond dans ce personnage, même essayer d'être un tout petit peu, pas trop, parce qu'il faut pas tomber dans la caricature, mais un petit peu dans la gestuelle en fait des films de ces années-là, de l'image que nous on a du cinéma des années 50-60. Oui, et vous aviez un modèle, c'est Audrey Hepburn dans Drôle de Fimous et My Fair Lady, je crois. Oui, mais Audrey Hepburn, voilà, c'est une icône pour moi. Vous savez que En voilà une encore qui est née à Bruxelles. exactement. Et alors, quand elle a tourné My Fair Lady, elle a accepté le rôle. Et si le rôle n'avait pas été accordé pour elle, c'était Elizabeth Taylor qui était candidate. Oui, je sais, mais quand même, Audrey dans ce film, enfin, je veux dire, voilà, je pense que ce film n'aurait pas été le même si, évidemment, Elizabeth Taylor est une immense actrice, mais pour moi, Audrey, ça reste ma préférée. Et comme dactylo, vous savez qu'il y a une comédienne célèbre qui a débuté pendant la guerre pour gagner sa vie comme dactylo, Ah c'est bon Simone Signoret. Dingue. Oui, Bah, elle aurait pas eu besoin de s'entraîner pour le coup. je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Alors, votre problème, c'est que vous passez d'un genre à un autre, et l'angoisse n'est pas la même quand on joue une comédie ou quand on joue un drame, je crois. La préparation. La préparation, non, la préparation après est différente d'un rôle à l'autre, même quand c'est 2 drames. Mais je pense, j'ai toujours pensé que la comédie nécessitait beaucoup plus de précision
que le drame, dans le sens où il y a 1000 façons de faire pleurer quelqu'un ou d'être ému. Mais par contre, souvent, il n'y en a qu'une seule de faire rire cette personne avec un texte en particulier. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la mécanique du rire qui est beaucoup plus précis. Oui, et c'est pas simple au départ. Non, c'est pas simple. Forcément, ça fait peur. Oui, ça fait peur d'une façon différente. Peut-être aussi parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire plus de drames. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui parle à mon côté nostalgique. Et peut-être que la comédie, c'est quelque chose qui joue plus sur mes compétences techniques. Donc. Oui, mais en même temps, dans la vie, vous êtes joyeuse, toujours prête à rire. Donc, c'est pas si compliqué que ça, théoriquement. Non, mais mes amis me disent tout le temps, mais je comprends pas pourquoi tu fais pas plus de comédie, parce que dans la vie, je suis pas du tout quelqu'un de sinistre ou de nostalgique. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on va chercher au fond de soi, hein. On a tous ces petites failles. Donc, moi, j'ai un peu de facilité à les trouver. Donc, c'est pour ça, peut-être que on me demandera plus facilement de pleurer que de rire, mais j'adore rigoler. Appelez-moi pour des comédies. Alors, il y a un film justement où votre nervosité naturelle, vous l'avez développée. C'est une comédie. C'est Ta famille t'adore. Ma famille t'adore déjà, oui, absolument. C'est avec donc une comédie avec Arthur Dupont, avec qui c'était très agréable de tourner d'ailleurs, avec Marianne Chazelle, avec Thierry Lhermitte, et c'est vrai que tourner avec ces acteurs-là, c'est un rêve de petite fille, hein. Vous aviez un rôle... Moi, j'étais au spectacle, hein. Je les regardais jouer, j'étais fascinée, quoi. Ils sont géniaux. Oui, en même temps, vous aviez un rôle un peu d'une femme mythomane, alors que dans la vie, je crois... Mythomane? Pas du tout. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Oh bah, elle mentait un petit peu dans le film. Oh oui, elle ment tout le temps. Tout le temps. Et justement, vous, il paraît que dans la vie, vous êtes une très mauvaise menteuse. Oui, parce que je pense que je mets tout dans mon métier. Donc, je trouve que le mensonge dans la vie, c'est un vrai poids. Ça reste sur l'estomac, et tant qu'on peut s'éviter ça fait du bien. C'est pas très bon pour la santé. Oui, en plus. En tout cas, pour la mienne, moi, ça me fait me manger moi-même. Donc, voilà. Je crois que d'ailleurs, vos parents, vous avez tenté de mentir devant vos parents, ils n'ont jamais cru à vos mensonges. Ah, je sais pas. Ils croient à mes films en général, mais non, je leur mens pas souvent. Alors, il y a aussi une carrière internationale qui s'est développée, et ça, vous ne l'auriez jamais imaginé. Ça a commencé avec London Nights. Oui, avec London Nights, qui était pour le coup très international, tourné par un réalisateur argentin. Au casting, on avait un acteur hollandais, on avait un acteur espagnol, on avait moi qui viens de Belgique, et on tournait à Londres. C'était, on pouvait pas faire plus melting pot que ça. Et c'était un tournage génial aussi, parce que, encore une fois, c'est encore une autre expérience. Moi, j'adore tourner dans des langues qui sont pas la mienne. Oui, et là, vous avez tourné en espagnol, alors oui. que vous ne parliez pas un mot d'espagnol. Au départ, non, je parlais pas un mot d'espagnol, et quand le réalisateur, au départ, voulait qu'on le tourne en anglais, et ça a changé en cours de route. Il a décidé qu'on le fera en espagnol pour des questions de production, etc. Et donc, je lui ai dit à ce moment-là, mais est-ce que ça veut dire que tu me veux plus moi comme actrice? Est-ce que ça veut dire que tu vas prendre une actrice espagnole? Et il m'a dit non, pas du tout. Je pense que tu peux apprendre l'espagnol, il n'y a pas de problème. On tourne dans 3 mois. Donc, voilà, je me suis lancée, et j'ai une certaine affinité avec les langues. Puis surtout, l'idée de ne pas pouvoir communiquer avec les gens sur le tournage, je pense, m'a beaucoup poussée. Donc, je me suis complètement immergée. J'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai éteint le français, j'ai commencé à allumer l'espagnol, et ça m'a beaucoup servi. Et maintenant, je suis bilingue en espagnol aussi. Voilà. Et il y a un film aussi qui a beaucoup marqué, car vous avez vécu un moment très fort, c'est La place de la Concorde fermée une nuit pour les femmes de l'ombre. Ah oui, c'était incroyable, voir la place de la Concorde complètement fermée. Et en plus, il y avait des gens qui étaient un peu... les gens se demandaient un petit peu ce qu'on faisait, ceux qui ne voyaient pas que c'était un tournage. Parce que c'est vrai que du coup, il y avait des inscriptions en allemand avec des plaques nazies, ce qu'il y avait pendant la guerre, en fait, oui, car c'est tout simplement. C'est les femmes résistantes. Et les femmes de l'ombre, les femmes résistantes. Et je jouais une résistante aussi. Et c'est vrai que de voir cette place complètement fermée, avec des soldats, des figurants habillés en soldats allemands, avec que des voitures d'époque et tout, c'est quand on voit des décors comme ça, c'est aussi pour ça que j'adore mon métier, quoi. C'est parce qu'on fait des recréations qui sont incroyables. C'est une opportunité folle de voir ce bout, en fait, d'histoire. Exactement. Eh ben, les opportunités ont continué, et on va les évoquer à travers la date de demain, le 17 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Déborah François.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est d'abord à François. On a évoqué votre parcours très varié depuis vos débuts à 16 ans avec les Frères Dardenne, avec des tas de films. Et demain, le 17 septembre 2025, sort un film, Les Tourmentés, dont voici la bande-annonce. J'ai chassé tous les gibiers. Chassé, traqué, pisté. Une C'est ma chasse à passion. l'homme pas comme les autres, avec une femme très riche qui décide de poursuivre quelqu'un qui est votre ex-mari. C'est un sujet très original. Oui, quelqu'un qui est mon ex-mari, qui est joué par Neil Schneider, qui est un ancien légionnaire qui, par les aléas de la vie, est devenu SDF et a complètement lâché en fait sa vie et qui va être récupéré par cette riche héritière qui va lui faire cette proposition de chasse à l'homme assez surréaliste. Oui, parce qu'elle s'ennuie, il faut quelque chose. Elle a tout chassé, elle a chassé tous les gibiers sauf l'homme. Voilà, et elle demande à son majordome de trouver ce garçon dont vous êtes l'ex-femme. Oui, absolument. Et quand il a donc cette proposition, il va ensuite, elle va lui dire que la chasse commence d'ici quelques mois. Et donc il va essayer de reprendre contact avec moi, de reprendre contact avec nos enfants. Et mon personnage est très méfiant d'ailleurs au début, parce que forcément, vous avez quelqu'un qui habite dans la rue et qui tout d'un coup, du jour au lendemain, revient avec énormément d'argent, avec un grand appartement et des costumes. Donc forcément, il y a des suspicions. Voilà. Alors, au départ, c'est un roman d'Éric Delvaux qu'il a écrit et De adapté. Lucas Delvaux, oui. Lucas Delvaux qu'il a écrit, adapté au cinéma. Et là aussi, c'est aussi une affaire de famille, une affaire de Belge. Oui, c'est une affaire de Belge. C'est l'appel de Lucas, c'est un appel que j'espérais depuis très longtemps. Ah bon ? Oui, parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est un grand cinéaste belge et j'avais vraiment envie depuis longtemps. Il était sur ma bucket list, comme on dit aujourd'hui, sur la liste de ce que je voulais faire avant la fin de ma carrière. Et donc, quand il m'a appelé, je savais déjà, même sans avoir lu le scénario, que j'avais très, très envie de travailler avec lui. Et ça s'est très bien passé. Et c'est un film très particulier parce qu'il symbolise la société d'aujourd'hui avec des personnages tourmentés. Oui, c'est des personnages tourmentés. Et d'ailleurs, c'est assez beau. On est 4 personnages. Donc, il y a Neil Schneider, il y a Ramsey, il y a Lindan Pham. Et Lucas a eu cette parole en me disant, toi, ton personnage, c'est le seul qui est vivant au début du film. Parce que je suis la seule qui est, voilà, moi, je suis dans la vie. Je suis une maman qui élève ses 2 enfants, du coup, toute seule, une infirmière. Et donc, j'ai besoin, en fait, d'avoir ce lien-là. Mes enfants sont mon lien avec la vie. On n'a pas le droit, en fait, d'être mort à l'intérieur quand on a des enfants et qu'il faut avancer et qu'on est obligé par la vie, en fait, de mettre un toit sur leur tête, de faire des choses avec eux, d'avancer avec eux. Et les 3 autres personnages sont morts à l'intérieur, en fait, et ils vont peu à peu récupérer de la vie au travers du film. Voilà. Et en même temps, vous allez prendre le contrôle de votre ex-mari. Le contrôle, non, je sais pas. C'est plutôt, je le laisse, malgré mes doutes au début du film, je le laisse peu à peu re-rentrer dans ma vie. Encore une fois, pour mes enfants, parce que c'est le père de mes enfants et que eux ont besoin, malgré tout, de lui, même si ça a été un père très absent et qu'il n'a pas pris du tout ce rôle de père. Là, quand il revient et qu'il demande à avoir ce rôle de père, je lui laisse un petit peu de place et puis un peu plus. Et puis je surveille de loin. Et c'est une maman louve, hein. Oui, et c'est une observation justement d'un père qui revient avec des enfants qu'il n'a pas vu grandir. Exactement, des enfants qu'il n'a pas vu grandir et qui pourtant ont tellement besoin de lui, et il va se rendre compte petit à petit aussi que lui peut avoir une place dans cette famille. Et là encore, vous composez un personnage qui est à la fois une femme amoureuse et puis une mère de famille. Oui, et d'ailleurs dans ce film, c'est très contradictoire pour elle parce qu'elle sait quelque part très loin en elle que cet homme, c'est sans doute l'homme de sa vie. Mais l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas, surtout quand on a des enfants à protéger. Donc tout ce qu'elle fait, c'est dans l'intérêt de ses enfants. Donc au début, elle est très méfiante. Elle n'ose pas trop les laisser avec lui. Elle n'ose pas trop les laisser accepter ses cadeaux parce que c'est pire de revenir et de repartir. Donc elle essaye de lui faire comprendre que si elle revient et qu'il a des contacts avec ses enfants, il ne faut plus qu'il parte. Et dans ce film, Lucas Delvaux explore la face sombre de l'humanité. Et ça vous intéresse aussi, Déborah Oui, François. c'est ça. Moi, je dis que c'est un cinéaste, justement, de l'âme humaine et de l'ambiguïté de l'âme humaine.
et de tous ces dilemmes en fait moraux, parce que c'est ce que j'adore dans ce film, c'est qu'on peut se mettre à la place de chacun des personnages et se dire mais qu'est-ce que je ferais à leur place. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore poser comme question implicitement aux spectateurs. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Oui, et puis justement, derrière chaque face sombre, il y a quand même un doigt d'humanité. Il y a énormément d'humanité, c'est justement pour ça, c'est très difficile. On est humain, donc on a des choses qui sont contradictoires, qui vont nous pousser dans différentes directions. Chacun a ses raisons, il faut un peu trouver les siennes, et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est très ouvert, parce que chacun peut avoir son avis sur vraiment chacun des personnages. Et chaque personnage a ses raisons personnelles que j'espère et je pense que les gens vont comprendre. Et à la fois, c'est pas parce qu'on comprend qu'on est d'accord. Oui, c'est un film qui touche beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de mères célibataires et justement, vous vous êtes inspiré de ces mères célibataires pour créer votre personnage. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de femmes, que ce soit dans ma famille et dans mes amis, beaucoup de ces femmes voilà, qui doivent élever leurs enfants seuls et qui sont pas tristes pour la cause, parce que mon personnage n'est pas du tout justement quelqu'un de triste, c'est un personnage qui est plutôt très lumineux et très fort. Et c'est pas parce que la vie est compliquée et qu'elle nous envoie voilà, des choses dans la tête que justement qu'elles perdent leur lumière. Moi, je les trouve extraordinaires avec leurs enfants. Elles ont le sourire, elles leur transmettent une joie de vivre folle, alors que justement elles vivent des choses qui sont pas évidentes à vivre seules, et elles ont les épaules pour ça. Et je trouve que elles traversent ça en fait avec une espèce de grâce que moi j'admire énormément. Oui, et on a du respect pour elles. Énormément, oui, bien sûr, de prendre tout ça à bras le corps. Il n'y a pas de plainte. On n'est jamais dans la plainte. On est juste dans le concret, dans le pragmatique, on avance quoi. Et quand vous avez tourné ce film, vous avez pensé à quelqu'un que les frères Dardenne ont découvert aussi, qui est Émilie Dequesne. Bien sûr, j'ai pensé à Émilie énormément. Émilie, c'était ma grande sœur de cinéma. Donc je pense, et je penserai toujours à elle. Et c'est vrai qu'elle a tourné plusieurs fois avec Lucas Bellevaux, et je suis ravie de pouvoir m'inscrire encore une fois dans ses pas. J'espère que j'arrêterai jamais de le faire, et en tout cas, j'arrêterai jamais de parler d'elle, parce que c'est une icône du cinéma belge. Et oui, pour moi, c'était quelqu'un de proche. En plus, c'était quelqu'un d'extrêmement... Justement, elle avait cette lumière, en fait, Émilie. Elle avait ce sourire. Je sais qu'on dit souvent ça, des gens qui sont plus là, mais c'est vraiment pas une façon de parler. Elle illuminait une pièce et elle illuminait les gens. Elle avait toujours un mot gentil. C'était une femme qui était voilà, dans l'empathie, qui a toujours été bienveillante envers moi et qui m'a acceptée comme petite sœur de cinéma. Vous lui dédiez moralement ce film? Toujours. Et puis, alors, ce film, c'est aussi le moyen de retrouver votre jeu d'acteur de vos débuts, qui est un jeu d'acteur particulier qui se pratique entre Belges, François. C'est-à-dire que c'est un non-jeu où le corps est plus important que le verbe. Oui, je pense que ce que je dis toujours sur le cinéma belge, c'est qu'il y a quelque chose qui est presque anglo-saxon, en fait, dans la façon d'aborder les rôles. Et je pense, ma théorie, en tout cas, c'est que c'est lié aussi à l'histoire, peut-être, du théâtre en France. La France a une histoire de théâtre très très longue et très importante historiquement parlant, et je pense que du coup il y a peut-être quelque chose qui s'est fait beaucoup sur le verbe qui est très important, alors que j'ai l'impression qu'en Belgique ça passe beaucoup par le corps, en fait. Les émotions passent vraiment par le corps, comme on peut le voir même chez des acteurs comme Mathias Schoenaert par exemple, ou d'autres. Marie, Gillin, Émilie Dequesne était aussi une actrice qui passait ses rôles dans le corps. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle exprimait ses choses dans sa gestuelle, en fait. Oui, et puis c'est un film où le jeu est sans artifice, et ça, c'est ce que vous faisiez à vos débuts, quand vous ne connaissiez vraiment pas ce métier, que vous débutiez. Oui, on est dans quelque chose qui passe par l'estomac. Les Dardennes me regardaient toujours et regardaient mon estomac en me disant, voilà, c'est là que l'émotion, elle doit être, en fait. Et si elle est là, si elle est dans votre estomac, elle sera dans vos yeux, elle sera sur votre visage, et tout passera. Ce qui est étonnant avec vous, Déborah François, c'est que vous faites une grande carrière, mais très discrète. On ne vous voit jamais dans les premières. Et moi, je me souviens du soir des Césars, où plutôt que d'aller à la fête qui suivait le César, vous allez dîner dans un kebab à côté de chez vous. Oui, ça c'est bon. Ça c'est parce que je pense que je suis une grande timide et le cinéma me soigne un petit peu, mais pas tant que ça. Et
c'est vrai que les mondanités, c'est chouette. Moi, j'aime bien. J'adore bien m'habiller. J'adore en faire un peu, mais il faut que ça dure un peu. Et après, j'ai tendance à très vite me réfugier chez moi. Il y a nulle part que je suis mieux que chez moi avec quelques amis. Oui, mais en même temps, c'est rare dans ce métier-là. Oui, peut-être que les autres sont plus sociables que moi. Que moi, je devrais peut-être être un peu plus extériorisée. Je sais pas comment on va dire ça, mais pourtant, j'adore les gens. Hein, c'est pas ça, mais ça me fait peur. Oui, mais en même temps, il y a une chose à laquelle vous tenez, c'est la tenue, car je vois que vous êtes passionné de mode, et je crois que dans votre placard, il y a une robe ou une tenue de chaque film que vous avez tourné. Oui, c'est mon petit truc à moi, c'est que je reprends au moins un élément de costume à un moment donné de mes personnages. Donc j'ai des caisses et des caisses avec un costume de chaque personnage. C'est mon petit truc, c'est ma petite... Et je crois, Déborah François, que vous avez un point commun avec Julia Roberts, c'est sa robe dans Pretty Woman. Ah, je l'adore. C'est le premier film dont je me souviens avoir vu à la télé et de l'avoir revu et revu et revu. C'est Pretty Woman. Je connais toutes les répliques. Donc vraiment, Julia Roberts a été pour moi une révélation, comme quoi on pouvait non seulement le faire sur les planches, mais aussi le faire en images. Et j'ai toujours envie, évidemment, de m'inspirer de cette tenue. Elle est extraordinaire, cette robe. On a tous cette robe en tête. Dans Irrémédiable, vous avez une robe qui ressemble. Oui, mais parce que j'ai demandé. Voilà. J'ai demandé, tout comme j'avais demandé, qu'on puisse s'inspirer des robes d'Audrey Hepburn pour Populaire. Si on peut s'inspirer de Julia Roberts, il y a des références qui sont pires. Hein. Il y a pire. D'ailleurs, elle a commencé dans ce film vraiment à exploser, mais au départ, c'était pas elle qui devait jouer le rôle, c'était Jessica Parker ou Brooke Shields ou Sandra Bullock. Elles ont refusé en disant qu'incarner une prostituée pouvait avoir un impact néfaste sur leur carrière. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Hein. Et puis je crois que votre passion aussi, c'est d'être chez vous à regarder des films assez durs quelquefois, des serial killers. Oui, c'est ma grande passion, c'est ce qu'on appelle les true crime. Je regarde ça, je regarde plus, je pense, de documentaires et de reportages là-dessus même que de fiction. Donc c'est mon truc. Je suis tout à fait capable de m'endormir le soir alors qu'on me raconte des histoires terribles où on découpe des gens en morceaux. Mais en fait, ce que je trouve assez fascinant, c'est l'aspect psychologique de la chose. Pas seulement d'ailleurs des prédateurs, mais on parle aussi beaucoup des victimes là-dedans. Il y a une chose qui manque à votre palmarès, c'est la réalisation. Vous avez tourné un court-métrage, je crois, Mouton Noir. Oui. Mais un film, maintenant vous connaissez tous les secrets, vous pourriez le réaliser. J'ai commencé du coup par un court-métrage, Mouton Noir, et ça m'a donné envie de faire plus. Donc là, il y a un long-métrage en préparation. Voilà. On verra à un moment donné, mais c'est en préparation et je vais passer à la réalisation. Voilà. Je crois que vous avez écrit déjà un film qui est en espagnol. Oui, un film en espagnol qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle Ma solitude a des ailes. Celui-là, je l'ai co-scénarisé. Et donc, je pense que maintenant que j'ai une petite expérience de réalisation et que j'ai cette expérience en scénariste, ça y est. Le prochain scénario, c'est pour moi. Il est en écriture. Et vous jouerez dedans ? Non, je vais me concentrer là. Je vais faire une seule chose à la fois. Bravo aux gens qui font les deux à la fois, mais je pense que là, si je passe derrière la caméra, j'ai envie, pour ce projet-là, en tout cas, d'être vraiment derrière la caméra. Et puis, quel plaisir aussi de travailler avec des comédiens. Moi, j'ai envie de travailler avec des comédiens. J'ai envie de les diriger, donc j'ai pas forcément envie, en tout cas pour celui-ci, de me diriger moi-même. Voilà. En tout cas, pour l'instant, l'actualité, ce sont les Tourmentés qui sortent demain sur les écrans, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'on vous découvrira dans un rôle encore tout à fait étonnant. Et à chaque fois, vous changez avec cette modestie que vous conservez. Surtout, ne changez jamais de ce côté-là. Merci, vous non plus. Mais je vais essayer. Merci Déborah François. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.